La symétrie totale. Hein, donc. Et en effet, il y a cette trinité, cette trilogie de cercles dès ce premier plan d'ouverture avec la Lune, puis la Terre, puis le Soleil derrière. Et donc cette ouverture musicale, mais fracassante, qui est d'une sorte de contre-pied total par rapport aux 2 minutes 50 qu'on a eu de noir complet sur ce morceau extrêmement énigmatique de Ligeti. Hervé, c'est vraiment il y a une intention clairement là de Kubrick avec le choix de ce morceau, ainsi par les Zarathustra de Strauss. Alors, oui, aujourd'hui c'est peut-être un petit peu difficile de s'en rendre compte parce que c'est un morceau qui a été beaucoup réutilisé depuis 2001, mais à l'époque ça fait pas du tout partie des classiques populaires. C'est un morceau qui a quasiment pas été utilisé au cinéma auparavant. Et Kubrick d'ailleurs a cherché longtemps un morceau qui répondrait à un cahier des charges très précis, c'est-à-dire relativement court, grandiose et avec une fin très nette, parce qu'il ne voulait pas utiliser un morceau classique plus long à la fin duquel il aurait appliqué un fondu parce qu'il faut que ça se termine. Il voulait qu'il y ait une fin très nette qui soit écrite dans la musique. Il a cherché ce morceau pendant longtemps, il a confié à son beau-frère la mission de trouver un morceau qui répondrait à ces critères-là, et puis son beau-frère passe en revue toute sa collection de disques et lui dit écoute voilà, moi j'ai trouvé ça, est-ce que ça te convient? Et le générique ensuite est conçu graphiquement pour coller sur cette musique qu'il a longtemps cherchée. Faut aussi imaginer qu'à l'époque, maintenant on est habitué à du gros son, à du 5.1, à vraiment une immersion sonore, tout ça, mais à l'époque c'était pas le cas. Hein. Le Dolby, SR, le THX et tout ça n'existait pas encore. Et donc ce travail, comme tu le disais tout à l'heure, sensoriel sur le son, les basses qu'il y a poussées à fond comme ça, qui immergent complètement le spectateur dans un autre univers, dans l'espace, dans des choses comme ça, est vraiment une première hein, à l'époque. C'est vrai que c'est absolument incroyable. On est ensuite, juste après ce générique d'ouverture, absolument inoubliable de 2001, on est après dans un autre contre-pied qui est donc de nous projeter des centaines de milliers d'années en arrière, alors peut-être même des millions d'années. Le carton d'ouverture du film, du premier chapitre du film, puisque le film est divisé en 4 chapitres distincts. Le premier chapitre, c'est l'aube de l'humanité. On ne sait pas trop le situer d'ailleurs, hein. Enfin, je ne crois pas que Kubrick ait donné d'indications précises. Dans le roman, je crois que c'est 3 millions. Hein, 3 millions d'années. Et donc nous assistons à l'évolution de cette troupe d'hominidés qui va être visitée à partir de la 12e minute du film pour la première fois par ce curieux monolithe qui incarne à lui seul tout le mystère du film. Il reviendra 4 fois, à 4 reprises d'ailleurs, ce monolithe dans le film. Sur ce visuel, par exemple, Marc, que vous inspire la façon dont Kubrick justement filme ce monolithe et de la façon dont il met en scène toute l'énigme du monolithe? Alors ils ont énormément tourné autour hein, avant de trouver... oui, ça a été l'objet de très nombreuses discussions. Voilà, ils n'étaient pas souvent d'accord, lui et Clark. Hein, voilà, tout à fait. D'ailleurs, dans le roman, le monolithe n'est pas du tout comme ça, il est transparent et c'est Kubrick qui a dit mais attends, je filme un truc transparent, on va rien voir. Ils ont essayé de le faire transparent et ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment... Et en plus, ça n'a pas du tout la même fonctionnalité. Dans le roman aussi, c'est presque un écran plat avec des choses qui apparaissent dedans et qui sont transmises. C'est comme il y a une transmission. Là, la transmission, elle est plus abstraite. Hein. C'est vraiment, il touche, mais on ne voit pas la communication qu'émet le monolithe, comme ça. Il y a clairement, là aussi, son amour de l'abstraction, hein, ce genre de monolithe noir, là on était dans des orbes, dans des orbites, des choses rondes et tout ça, et on a cette chose-là qui amène la connaissance aux hommes singes. Voilà. Des formules mathématiques. Voilà, des formules mathématiques, mais direct, c'est presque de la télépathie. Et toujours sans la moindre explication, c'est-à-dire qu'on tout passe à chaque fois par l'image, le son, le geste de ce singe qui va toucher le monolithe et donc acquérir le savoir. C'est vraiment, là aussi c'est quelque chose d'unique, ça n'avait jamais été fait avant 2001, ce mode de narration. On ne peut pas dire ça, parce que le cinéma muet
a eu un mode de narration complètement visuel. Il n'y avait pas de son, ou alors accompagné par du piano, des choses comme ça. Mais le fait... Moi, ce que je trouve qui est le plus fantastique avec ce film-là, c'est que c'est des thématiques presque philosophiques, voire métaphysiques, et des choses aussi qui nous engagent dans nos rapports avec la technologie, tout ça, tout ce qui va se passer après avec HAL et compagnie. C'est vraiment c'est pas des sujets triviaux, quoi. C'est vraiment des sujets assez subtils, et il arrive à nous faire passer uniquement par des images et un travail absolument extraordinaire d'osmose entre le son. C'est pour ça que moi je dis, comme tu disais, c'était une symphonie visuelle, quoi, et l'image. C'est vraiment, ça a été écrit, les deux sont intimement intriqués, quoi. Olivier, je vais vous parler de mon chien. Non, mais sans rire, parce que... c'est un grand amateur de... C'est lui qui allume, il vient le soir, il allume pour regarder 2001 régulièrement. Mais en fait, il adore 2001. Ah oui, d'accord, c'est même pas une blague. C'est-à-dire que, non, mais c'est vraiment pas une boutade, même pas une boutade de Dijon, c'est que je n'ai jamais vu... Pause sur cette magnifique blague. Oui, voilà, pause, oui. Vous serez pas bien pour applaudissements, merci. Donc, en fait, je n'ai jamais... Je l'avais jamais vu comme ça, mais il est devenu complètement fou quand il a vu 2001 pour la première fois, lui aussi s'en rappelle. C'est-à-dire que sur cette séquence... Je peux t'expliquer pourquoi. C'est qu'il y a beaucoup d'os au début. Alors, oui. Alors, il est avec des os, il voit des os voler comme ça. Et tu comprends qu'un chien ne peut pas résister à l'appel de l'os. Alors voilà, surtout volant. D'ailleurs, il s'en désintéresse après le raccord. Mais par contre, non, en fait, c'est le son. Ah bon. C'est que le son des proto-humains, des hominidés, est d'un réalisme absolu, et le son de l'environnement, les effets sonores environnementaux sont extrêmement réalistes. J'avais pas vu l'animal réagir comme ça devant un film, et pourtant, bon, des environnements naturels, il y en a plein le cinéma. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau du son le son est une passerelle merveilleuse dans le cinéma, parce que notamment quand on se retrouve devant une image qui peut avoir un caractère énigmatique ou qui a un décalage par rapport à notre perception, c'est typique par exemple dans le cinéma d'animation, dans lequel l'image est clairement fausse, fabriquée de toutes pièces. C'est le son qui nous permet de créer un lien, un pont de perception entre nous et une image onirique, ou en tout cas qui n'est pas naturaliste, ou qui n'est pas de notre univers. Je voudrais ajouter une chose sur le mode de narration du film, et en particulier de son début. Finalement, le film est beaucoup plus balisé qu'il n'en a l'air. Il y a des choses qui nous déroutent à l'image et qui nous font oublier que Kubrick nous prend par la main quand même. Le générique d'ouverture qui nous montre ce lever de soleil est suivi par un premier carton qui porte le titre du premier chapitre du film, L'aube de l'humanité. Aube, donc on est de nouveau dans un lever de soleil, donc déjà les choses sont martelées. Et donc qu'est-ce que c'est que l'aube de l'humanité? Ça va être la naissance, l'émergence de l'intelligence. Ce titre nous l'annonce, et c'est ce qu'on voit se produire à l'écran ensuite. Donc certes il n'y a pas de dialogue, mais les hominidés ne dialoguent pas, en tout cas pas en anglais entre eux, c'est tout à fait logique. Mais ce premier carton nous a annoncé ce qu'on allait voir, on le voit. C'est celui-là ? Finalement, il n'y a pas tant de mystère que ça, simplement il y a une certaine lenteur dans les choses qui se passent qui nous fait oublier que Kubrick a annoncé son programme. Je suis passé directement à la deuxième partie du film, mais juste avant quand même un mot sur cette incroyable... Oui, je pensais qu'on allait voir quand même le raccord de Los Angeles, qui est une merveille absolue. J'y viens justement. Alors, j'ai pas réussi à sélectionner l'extrait, mais justement, ce raccord est complètement incroyable, sans précédent là aussi. En fait, il est totalement logique dans le sens où c'est un raccord d'idées, c'est-à-dire on part d'un outil et on a un outil immédiatement après. C'est un raccord de forme, chaque fois avec un objet long et en plus d'une couleur à peu près similaire, c'est-à-dire blanc. Et puis on a un raccord de mouvement.
Donc les grandes règles du raccord sont là, sauf que ce qui est extraordinaire, c'est l'ellipse temporelle que ce simple raccord nous autorise. Et là, on est vraiment... Le montage est magnifique en 2001, mais là, on est dans l'essence même du cinéma, parce que finalement, si on devait retenir quelque chose du cinéma, par rapport à la littérature, par rapport au théâtre, c'est que l'unité de temps et de lieu théâtral, on peut l'oublier. De la même façon, dans le roman, il est assez... on est dans une narration, mais la narration, finalement, on la commande parce qu'on est dans la lecture, donc on prend le temps que l'on veut pour lire, faire des pauses, etc. Le cinéma, l'essence du cinéma, elle réside dans le montage. Et ça, on le sait depuis le cinéma muet, hein, parce que c'est à partir notamment des Russes à la fin des années 10 que vraiment toutes les écoles ont été développées. Et oui, il y a eu même des expériences qui ont été faites. Tu sais, avec vous mettez un visage qui a la même expression, à côté vous mettez, vous mettez un visage d'enfant qui rit, vous avez l'impression que l'autre est joyeux. Voilà, tout à fait. Et si c'est un enfant qui pleure, vous avez une interprétation complètement différente de l'expression du plan précédent. Donc, je voulais ajouter quelque chose sur ce fameux raccord où donc l'hominidé lance en l'air un os qui, au plan suivant, devient une navette. On a tendance à considérer, enfin naturellement, qu'à ce moment-là, il y a une deuxième partie du film qui commence. On peut aussi voir les choses différemment. Il y a eu un carton au début qui nous a dit « l'aube de l'humanité », qui à un moment donné, raconter l'aube de l'humanité, c'est quand même très très long, donc on va gagner du temps, on va passer aux vaisseaux spatiaux, mais c'est toujours l'aube de l'humanité. C'est vrai, on n'a pas changé de lieu, c'est toujours grosso modo la planète Terre, c'est toujours la même espèce, ils ont un peu évolué, mais enfin ils sont toujours pas très très malins. Et pour qu'ils évoluent de nouveau, il faut qu'il y ait une deuxième rencontre avec ce monolithe, avec ces entités. Tant que cette rencontre n'a pas eu lieu, on est toujours dans les balbutiements de l'intelligence. Et ce fameux raccord, c'est aussi ça qu'il nous dit. C'est le premier outil, cet os. La première navette, c'est la même chose. L'homme n'a pas changé. Alors, cette séquence introductive d'un deuxième temps dans le film, même s'il n'y a pas de carton pour nous la signaler en effet, elle décrit donc donc on passe directement de l'aube de l'humanité au XXIe siècle. Et donc la séquence qui dure au moins 5 minutes, et c'est long, c'est très très long. Kubrick à chaque fois vraiment prend son temps dans toutes ces scènes de vols spatiaux. Et donc cette scène décrit la très lente approche d'une navette commerciale de la compagnie Pan Am, qui existait à l'époque, qui était une compagnie aérienne américaine, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc la scène décrit l'approche de cette navette vers la station spatiale, une station spatiale internationale qui est une forme de grande roue. Cette navette convoie le docteur Heywood Floyd, qui est l'un des personnages principaux du film. Et donc, tout ce mouvement d'approche de la navette vers la grande roue est cadencé par l'inoubliable morceau la valse de Johann Strauss, Le Beau Danube bleu. Là aussi, en termes de mise en scène, le choix de ce morceau s'explique. Il y a certainement des explications analytiques, mais techniquement, il y a peut-être également aussi des raisons au choix de cette valse et du rythme de cette valse pour accompagner les vaisseaux. Alors c'était ainsi par les Zarathustra, c'était donc Strauss, le père, et là, voilà, Richard, et là c'était le fils. Non, ils n'ont pas lu l'intention. Alors, j'aurais dû lui faire un prix. Oui. Les raisons de ce choix, on est dans la génétique du film, on peut en parler longtemps. Ça n'a pas été le premier morceau qui a été utilisé pour le montage de cette scène. Cette scène, elle a d'abord été montée sur un scherzo de Mendelssohn.